Merci Christophe. Alors, donc l'objectif de ce premier exposé est de préparer avec mon collègue Yves Rapt, qui s'excuse de ne pas être là, mais il est avec d'autres étudiants en train de courir la forêt. C'était de démarrer par des choses que nous on raconte un peu dans les cours, donc c'était l'idée de démarrer par un savoir un peu commun, enfin partagé sur qu'est-ce que c'est la filière forêt bois en France. Donc ça se veut un exposé plutôt factuel, hein, histoire que tout le monde parte un peu des mêmes bases, et puisque dans l'assistance je pense qu'il y a des publics assez variés. Alors bon le but c'est de parler de la filière, puis d'introduire le thème général de Régéfort, donc ça ne va pas être très original, hein. Je vais d'abord parler de la ressource, puis après je parlerai du marché, et puis à la fin on se posera la question de l'adéquation entre la ressource et le marché. C'est pas très original. Alors qu'est-ce que c'est la ressource? Alors ça vaut le coup des fois de définir qu'est-ce qu'on entend par ressource forestière. Donc la ressource, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé cette définition, elle vient de la FAO, c'est des gens un peu officiels. Donc c'est l'étendue, les conditions, les usages et la valeur des forêts dans le but d'évaluer tous les bénéfices découlant des ressources forestières. Donc évaluer la ressource, c'est évaluer ça. Donc, voilà ce que c'est que la ressource forestière. Quand on dit ressource, évidemment derrière on pense effectivement à un usage et à des bénéfices. Donc évaluer la ressource, je fais un petit préambule, non c'est mon téléphone, tout ça. Donc il faut, pour évaluer la ressource, il faut des informations. Qu'est-ce que c'est l'information forestière? Je pense que c'est intéressant de poser un peu la question. Donc l'information forestière, c'est des surfaces forestières qui évoluent dans le temps et dans l'espace. C'est des volumes de bois sur ces surfaces, alors en stock, c'est-à-dire présents sur les surfaces, produits annuellement, c'est associé à des flux, consommés, etc. Donc il y a des bilans, enfin des stocks et des flux. Ces volumes, on peut les transformer en biomasse, en tonnes, donc c'est des tonnes, toujours pareil, en stock ou en flux. Ça peut être la biomasse, en général, les biomasses, on passe à des masses totales, hein, la masse, quoi. Et puis ça peut être des masses de composants particuliers, donc on peut parler de la masse de carbone, d'autres molécules d'intérêt, ça peut être des minéraux qu'on ne veut pas exporter, ça peut être d'autres molécules d'intérêt qui sont contenues dans cette biomasse. Ça peut être le contenu énergétique de cette biomasse, d'ailleurs on a l'idée qu'on veut la transformer ou la représenter par des valeurs en énergie. Et puis après, pour mettre tout ça dans une chaîne de valeurs, on va ventiler un peu ces variables quantitatives, ces quantités, on va les ventiler en qualité. Donc les hectares, les mètres cubes, les tonnes, on va les ventiler en qualité. Alors on parlera de ressources feuillues, résineux, l'origine, est-ce que c'est une forêt publique et privée, est-ce que c'est des gros, petits, menus bois. Après les classes, des choses un peu ésotériques là, qui dépendent du savoir-faire un peu des professionnels, on parle de classe A, B, C, etc. On parle de bois d'œuvre, bois d'industrie, bois d'énergie, ressources exploitables, ressources disponibles. Alors ces informations, c'est important évidemment de les produire de façon aussi fiable que possible. Alors à l'échelle nationale, c'est le rôle de l'IFN, donc l'inventaire forestier national, au sein de l'IGN et du ministère de l'Agriculture, de produire ces informations. À l'échelle internationale, les informations, on les trouve diffusées par la FAO, en fait, qui compile ce qui se fait dans différents pays. Et le message que je veux passer aussi, c'est que produire ces informations, ça demande de la compétence métrologique, statistique, etc. Et les analyser aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait anodin de produire ces informations. Alors ce préambule étant terminé, on va quand même s'autoriser à analyser des informations avec plus ou moins de compétences. En tout cas, on va faire confiance à ceux qui les produisent. Alors bon, on va commencer par replacer quand même la forêt française dans le monde. Alors bon, là, vous avez une carte géographique du monde politique, que je pense qu'il n'a rien à voir avec la forêt, que vous connaissez. Et on trouve en fait des gens qui se sont amusés en fait, à déformer ces cartes pour le mettre au prorata des surfaces forestières, donc c'est assez visuel. Alors vous voyez où se trouve la forêt dans le monde, hein. La forêt dans le monde, elle se trouve massivement en Russie et massivement dans les zones intertropicales. Elle ne se trouve pas trop dans le Sahara et dans le Proche-Orient. On trouve aussi pas mal hein, au Canada, dans les zones de vallée, etc. Alors la forêt française là-dedans, alors la forêt française hexagonale, hein, c'est 16 millions d'hectares, c'est à peu près le tiers de la surface de la France hexagonale. C'est la moitié de la superficie agricole, hein, la France reste un pays agricole. Et le stock sur pied, cette fois si on raisonne en volume, c'est 2,4 milliards de mètres cubes. Et l'accroissement biologique chaque année, c'est 77 millions de mètres cubes. Donc, les chiffres, vous pouvez garder dans la tête. Auquel il faut ajouter les 8 millions d'hectares de forêt tropicale humide, hein, donc grande originalité de la France. Donc nous avons au nord du continent sud-américain une forêt qui est patrimonialement française, écologiquement amazonienne et on va dire politiquement européenne, parce que l'Europe a un poids, c'est la seule forêt tropicale
la seule forêt tropicale humide qui est gouvernée par un pays du Nord. Alors, je suis sur le bouton. Alors, un message maintenant sur la forêt hexagonale, hein, les surfaces et les volumes, la forêt française augmente, et pas qu'un peu. Donc, je vous donne là le titre assez évocateur d'un article de mes collègues de l'IGN en 2013. Donc, l'accroissement de la forêt française, de la ressource forestière française, 810 millions de mètres cubes supplémentaires en 30 ans. Alors, je vous rappelle que le total, hein, c'est 2,4 milliards de mètres cubes. Quand on parle de 800 millions de mètres cubes supplémentaires en 30 ans, c'est vraiment une petite augmentation. Ces volumes qui augmentent, c'est aussi bien des surfaces qui augmentent que la forêt qui capitalise aussi sur ces surfaces. Alors évidemment, il ne faut pas oublier que cette grosse moyenne, là, ça cache des disparités régionales importantes. Donc on a des endroits, je ne t'étonnerai pas non plus, hein, donc dans les Landes, ou par ici, là, où le taux d'accroissement est plutôt négatif. Donc dans les régions où on exploite beaucoup la forêt, parce qu'il y a un tissu industriel, parce qu'il y a une tradition d'usage de la forêt pour les productions, c'est aussi l'endroit où l'accroissement est le moins fort, parce que les forêts sont utilisées. Alors que sera demain? Demain, c'est Madame Soleil, là, donc demain il peut se passer plein de choses. Il y a les changements climatiques, il y a les transitions en tout genre, il y a le monde en général qui change, et puis la France qui est intégrée dans les choses. Mais que sera demain? C'est aussi une grosse incertitude. Mon collègue Jean-Christophe Hervé disait un jour, ça ne va pas augmenter, enfin les arbres ne peuvent pas pousser jusqu'au ciel, donc ça ne peut pas augmenter indéfiniment. Ceci dit, ça augmente beaucoup. Ça va sans doute encore augmenter. Un autre message important pour les gens qui ne sont pas trop forestiers, c'est que les arbres ne poussent pas n'importe où. Donc la forêt, par définition, la pratique de la gestion forestière, c'est pas de transformer le milieu pour faire pousser des arbres n'importe où. Hein. Donc on adapte, en général, on fait pousser des espèces ou des essences dans le milieu dans lequel elles sont adaptées. Alors notamment, par exemple, on sait qu'en altitude, il y a un étagement assez naturel des espèces. Donc vous trouvez les feuillus plutôt en plaine, puis vous trouvez les résineux à des altitudes plus grandes. Et puis il y a aussi un gradient entre le nord et le sud. Donc ça c'est important, et ça évidemment ça marque beaucoup la structuration de la forêt française, parce que le forestier il accompagne l'acclimatation au milieu, il ne cherche pas à aller contre. Alors qu'en agriculture on s'autorise à transformer beaucoup plus fortement le milieu. Alors sauf qu'évidemment il y a un petit problème quand même, c'est que le climat change depuis quelques temps, donc c'est moins évident qu'avant de dire on fait pousser des espèces adaptées au milieu. Peut-être que dans 50 ou 100 ans, le sapin qui est ici, là, il ne sera plus du tout adapté parce qu'il va faire trop chaud, il aura été rejeté. Donc on ne trouvera peut-être plus le sapin à sa place ici, donc plus de sapin dans les Vosges parce que le climat ne sera pas bon. Et on ne trouvera plus de hêtre forcément peut-être en plaine non plus, parce que le hêtre il fera trop chaud, donc il sera remonté, et on ne trouvera plus de hêtre dans la plaine Lorraine. Des vastes questions qui préoccupent évidemment les forestiers de l'avenir, parce que les échelles de temps, 100 ans, 200 ans, pour un forestier c'est pas beaucoup. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme espèce dans la forêt française? Donc une grande caractéristique de la forêt française, c'est qu'elle est très diversifiée, avec pas mal d'essences, donc pas mal d'espèces d'arbres, et pas mal de feuillus, auxquels il faut rajouter le millier d'espèces de la forêt tropicale de Guyane. Alors un millier d'espèces, si vous comptez tout ce qui est ligneux, peut-être 100 à 200 si on regarde ce qui correspond à des volumes suffisants. Donc voilà, la forêt française c'est déjà bien diversifié en hexagone, c'est encore plus si on compte la Guyane. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que la production est contrastée, donc c'est pareil, chaque fois qu'on veut faire des cartes un peu régionales, on s'aperçoit que la France, c'est des zones biogéographiques assez variées, donc on a des disparités régionales avec globalement la production des feuillus, l'accroissement en volume des feuillus, qui est 2 fois moindre, enfin un peu moins que 2 fois moindre que celui des résineux. Donc une forêt résineuse qui est plus productive, qui pousse plus vite, et une forêt feuillue qui pousse un peu moins. Une question qu'on se pose vite, c'est quand on s'intéresse à la fonction de production de la forêt, savoir si la forêt produit du bois, c'est bien de savoir qu'il y a des mètres cubes et où sont les surfaces, mais est-ce que c'est exploitable? C'est-à-dire est-ce que c'est facile d'utiliser ce bois? L'IFN, l'IGN, produit en fait, ventile la ressource par classe d'exploitabilité. Ces classes d'exploitabilité, elles prennent 2 critères en compte. Le premier, c'est est-ce que le terrain est praticable? C'est-à-dire est-ce que le sol est portant? Ou est-ce qu'il y a de la pente? Est-ce que c'est accidenté? Puis le deuxième, c'est est-ce qu'on est loin ou non d'une route, d'une piste, d'un réseau de desserte. Et donc ça amène à définir 4 classes. Vous voyez qu'en gros, il y a 60% de la ressource qui est facilement exploitable, un peu de ressources qui est très difficilement exploitable, mais ça c'est ce qui est pente très forte, très haut en altitude, très loin de route. Et puis on a quand même ici peut-être une marge d'amélioration sur cette part de la ressource qui aujourd'hui est difficile, mais peut-être qu'en créant des réseaux de desserte, ça deviendra moins difficile. Une autre question qui se pose vite, c'est qui c'est qui décide en fait ce qu'on fait des forêts? Alors il faut savoir que ça aussi c'est pas un scoop, que la forêt française
et aux 3/4 privées. Et dans les 25% de forêts publiques, il y a 10% de forêts domaniales, donc propriété de l'État, et puis les autres forêts publiques sont essentiellement des forêts communales, pour les 16 autres pourcents. On voit aussi que là aussi il y a une diversité régionale. Hein. Donc ici, là, dans l'est, nord-est de la France, on a une forêt qui est plus publique que dans le reste de la France. Et à l'opposé, ici, on a des zones de la forêt beaucoup plus privées, y compris avec des 100%, hein, dans certains endroits, pas du tout de forêt publique. Ça, c'est l'histoire, hein. C'est l'histoire très remboursée par l'histoire de la France. Une donnée aussi toujours qu'on dit tout le temps, mais qui est intéressant à rappeler, c'est la taille moyenne des unités de gestion. Donc dans la forêt domaniale, donc dans la forêt publique qui appartient à l'État, la taille moyenne d'une forêt, c'est 1000 hectares. Dans les forêts communales, on descend d'un ordre de grandeur, donc c'est 155 hectares, la moyenne d'une forêt. Et puis en forêt privée, on a 3,5 millions de propriétaires qui ont des toutes petites forêts, la moyenne c'est 3,5 hectares. Donc ça aussi, ça a des incidences en termes forcément de gestion et de gestion forestière. Et puis la loi, donc en France, les forêts sont gérées durablement, et la loi encadre la gestion durable des forêts avec des outils de planification qui transmettent une vision à 10-20 ans de ce qu'on veut faire sur une forêt. Alors au niveau régional, on appelle ça les orientations régionales forestières, ça c'est tout type de forêt confondu. Après on a des schémas régionaux d'aménagement ou des directives régionales d'aménagement qui définissent un peu ces orientations régionales pour la forêt publique. Et puis après au niveau d'une unité de gestion, au niveau d'une forêt, on a ce qu'on appelle un document d'aménagement ou un plan simple de gestion. Et ça c'est encadré par la loi. En France on ne fait pas n'importe quoi avec la forêt, même si bien sûr le propriétaire reste maître chez lui. Donc voilà pour la ressource. Maintenant, on va dire 2-3 choses du marché. Alors d'abord, le marché, c'est quoi le bois? Pourquoi faire? Alors à quoi ça sert le bois? Ben, ça sert à se chauffer. Bon, ça sert aussi à faire des carburants, autre chose. Donc ça sert à faire de l'énergie. Ça sert à faire du papier pour le marché de l'impression et de l'écriture. Ça sert de façon générale à la construction et puis plus généralement à l'habitat, hein, avec aussi parquet, d'aménagement intérieur, etc., une fenêtre, une porte. Ça sert à de l'ameublement, ça sert à l'emballage. L'emballage, c'est aussi bien des palettes, du bois massif, que des matériaux divers à base de bois, dont le carton. Et puis, éventuellement, il y a d'autres marchés, ça c'est les marchés principaux, hein, qui, à eux tous, sont à peu près 100%. Alors, si on regarde où est-ce qu'on produit des produits bois pour ces marchés, hein, donc vous vous souvenez là, de la carte politique, je pense que tout le monde l'a un peu dans la tête. Voilà la carte déformée avec le poids relatif de la population, parce que quand on parle marché, évidemment, on ne peut pas s'empêcher d'abord de regarder qui sont les gens qui sont concernés par ces marchés. Vous voyez, quand on fait une carte du monde avec le poids de la population, ben, l'Inde et la Chine écrasent un peu tout le monde. C'est assez édifiant. Et si on regarde où est-ce qu'on consomme des produits bois, c'est aussi assez édifiant. Hein, c'est le nord qui consomme les produits bois, et puis le sud est un peu hypertrophié. On va dire ça comme ça. Et la Chine, non, la Chine, c'est la Chine. Continent nord-américain aussi. Donc ça, c'est où est-ce qu'on consomme. Où est-ce qu'on produit, c'est à peu près la même chose. Donc là où on consomme, où on produit, c'est à peu près la même chose. Donc ça veut dire que le bois, il y a beaucoup de production qui peut être immédiatement consommée, sans forcément beaucoup d'échanges. Mais on verra quand même que les échanges aujourd'hui, c'est quelque chose qui prend beaucoup d'ampleur. Toujours pour parler du contexte mondial, donc là on est la demande pour le bois matériau, donc c'est le bois qui va être utilisé, alors en jargon forestier c'est bois d'œuvre et bois d'industrie, donc c'est tout ce qui n'est pas le bois énergie, hein, tout le reste, le bois matériau. Donc ça c'est des chiffres produits par la FAO, et ça c'est la production, puis bon c'est dispatché par. Mais ce qu'on voit c'est que donc on a quelque chose qui a plutôt qui a un niveau un peu constant et même qui avait tendance à baisser, et que les projections par contre c'est une augmentation considérable, notamment sous l'impact, alors à la fois de l'évolution démographique de la planète, mais aussi sous l'impact du besoin de nouveaux matériaux et de choses décarbonées, comme disaient les gens, comme si le bois c'était pas du carbone. Des matériaux qui sont issus de matières plus respectueuses de l'environnement. Et le bois, donc, on imagine, la FAO en tout cas projette qu'on aura beaucoup plus de demandes en bois matériau. Pour le bois énergie, ben là aussi c'est assez clair, on voit l'évolution de la demande. Hein. Les projections, c'est un doublement en gros de la demande. Alors avec, d'une part, ça c'est le bois énergie traditionnel, hein. C'est énorme le bois énergie traditionnel, c'est toutes les populations pauvres en fait, hein, qui dépendent complètement du bois pour se chauffer, pour faire la cuisine, etc. Donc ça, on imagine que la demande, elle va rester à peu près constante, parce que, à la fois, ces populations, on espère qu'elles ne vont pas devenir de plus en plus pauvres, et qu'on va réussir à stabiliser cet usage-là, mais par contre, vous voyez que
le reste du bois énergie, et notamment tout ce qui est pour faire de la chaleur, le développement du bois énergie tel qu'on le connaît dans nos pays industrialisés, a priori, il y a une demande qui augmente beaucoup. Et autre tendance qui est intéressante aussi à connaître, hein, c'est les échanges internationaux. Alors, le bois, ça a toujours été un produit qui s'échangeait, qui faisait l'objet d'un commerce international important, mais on voit que ces échanges, ils explosent. Hein, donc en 15 ans, les échanges internationaux en dollars US, là, ils ont doublé. Donc c'est une donnée qui est importante. Ça veut dire que, contrairement à ce que j'ai dit avant, où je disais les crédits consommateurs sont aussi les producteurs, ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup d'échanges, et des échanges qui vont dans les deux sens. Voilà, autre message du coup, c'est que entre l'arbre et le consommateur, donc entre la forêt et le produit final, le consommateur final, il y a une grande diversité. Alors on dit il y a une diversité d'essence dans la forêt, et dans l'écosystème industriel de la filière, il y a une grande diversité de procédés et de produits. Alors pour résumer un peu, parce que c'est sans fin d'expliquer tous les produits bois, mais en gros, si on se pose des questions, mais qu'est-ce qu'on doit faire quand on part de l'arbre? Le bois, il faut le fragmenter. Enfin, il y a des usages où on peut l'utiliser sans le fragmenter, mais finalement ils sont assez rares. Donc on a inventé plein de procédés pour fragmenter le bois. Après, il faut le conditionner, le traiter, le transformer, le faire passer dans différentes... le sécher, le faire cuire, l'imprégner, etc. Et puis après, on a des procédés en gros d'assemblage, de reconstitution. Donc on colle, on presse, on assemble mécaniquement, on cloue, on visse, on connecte, etc. Donc ça, c'est tout un tas de savoir-faire qui évolue assez vite, hein, parce que comme tous les procédés, il y a de l'innovation. Donc ça, c'est aussi des systèmes qui sont intéressants à voir comment, enfin c'est l'objet de Régifort, je pense, de voir comment ce système-là, tous ces systèmes vont s'interconnecter avec la ressource qui est produite dans la forêt. Autre message important, c'est les produits bois. Donc qu'est-ce que c'est un nouveau produit? Donc ça c'est un graphique que j'ai emprunté à Jean-Michel Leblanc qui avait présenté au SIAG. Et ça c'est un graphique qu'on trouve dans une production de l'USDA aux États-Unis. On commence à être un peu ancienne, mais ça illustre bien quelque chose d'important. Donc si on regarde, ça c'est des trucs de marketing, là, si on regarde ce que c'est qu'un nouveau produit en général il pénètre le marché, donc au début son chiffre d'affaires est assez faible, et puis après, au fur et à mesure qu'il avance, il pénètre le marché, puis à un moment il arrive à une phase de maturité, puis après il est remplacé par d'autres produits qui poussent derrière, donc il baisse. Et si on regarde les produits bois, hein, en 2002, c'est intéressant de dire en 2002, voilà ce que nous annonçaient un peu les gens qui venaient analyser ça, ils disaient par exemple des produits qui sont en phase de déclin, c'est le bois d'œuvre résineux, le contreplaqué, les panneaux haute densité humide, la lisorelle, etc. Ça, c'est des choses qui sont plutôt en baisse, en déclin. Ce qui a été à maturité en 2002, c'était le lamellé-collé, la charpente industrielle, le contreplaqué un peu plus technique, du panneau de particules. Et puis ce qui était un peu émergent, là, c'était les composites bois plastique, puis des nouveaux produits de construction, là, comme le paralame, des poutres qui ressemblent un peu à des panneaux. Et puis on a un certain nombre de produits ici. Alors, je ne sais pas ceux qui sont intéressants, par exemple, c'est le bois d'œuvre abouté, ou des choses comme ça. Alors ça c'est 2002, je pense que si on refait le graphique aujourd'hui, vous allez avoir des produits qui sont là, qui vont être grimpés un peu par là, puis je pense que vous allez en voir d'autres arriver. Et ça évidemment, ça se fait à des échelles de 10-15 ans, même pas, hein, donc à 10 ans, il y a beaucoup de choses qui changent. Par rapport au temps de la forêt, c'est pas tout à fait la même chose. En 10 ans, une forêt, il ne se passe pas grand chose. Le marché des produits de bois, en 10 ans, il se passe beaucoup de choses. Et donc il faut arriver à gérer ces évolutions qui ne sont pas tout à fait avec les mêmes symétries. Alors ça c'est un peu sur les usages de masse, donc après il y a des usages de niche à haute valeur ajoutée, alors des usages qui peuvent être très traditionnels comme la barrique, le tonneau, les instruments de musique, et puis des usages, des usages un peu plus innovants, alors, voilà, le vélib en bois ou les molécules thérapeutiques issues des forêts vosgiennes, et puis tout un tas d'autres produits. Voilà, donc la filière bois, alors c'est marché de niche, hein, ça n'utilise pas de grande quantité de bois, ça n'a pas forcément un impact énorme sur la filière, par contre ça crée quand même de l'emploi et ça crée de l'innovation. Donc la filière bois en chiffres, hein, 16 millions d'hectares, ça on l'a déjà dit, 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc à peu près l'équivalent de l'industrie aéronautique par exemple, hein, donc c'est pas une petite filière. 230 000 salariés, pour donner un autre 230 000, alors ça dépend si vous considérez les emplois indirects, on arrive à 400 et quelques mille. Si vous regardez, je ne sais pas, la construction automobile, c'est 135 000 par exemple, donc c'est pas une petite filière du tout. Et un chiffre d'affaires qui est surtout dans la valeur ajoutée étant surtout dans le papier carton et la chiffre d'affaires étant surtout dans le papier carton et moins évidemment dans l'exploitation forestière. Et puis surtout, c'est des petites entreprises, hein, donc beaucoup d'entreprises
qui relèvent de l'artisanat. Un déficit structurel dont Erwin a parlé, donc un déficit structurel de la balance commerciale d'à peu près 6 milliards d'euros annuels. Alors bon, on ne peut pas faire non plus, enfin ça peut être un déficit structurel, c'est intéressant de voir à quoi il est dû. Hein, donc il n'est pas du trop au bois rond, donc on est plutôt, enfin c'est un solde à peu près nul en gros, hein, c'est-à-dire on exporte quand même plutôt, et puis on voit qu'on exporte plutôt des bois ronds, c'est le rouge là, voilà. Plaquage et panneaux, ben, c'est pas non plus énorme, et puis en fait le gros déficit il vient des meubles et des pâtes à papier, donc c'est quelque chose qui peut s'interroger sur le pourquoi, mais c'est quelque chose qui est très difficile à résorber, il ne faut pas à mon avis forcément regarder ça comme étant le critère qui fait qu'il dit que la filière bois va mal. Voilà, et puis alors en conclusion, on se pose la question, c'est l'adéquation de la ressource à la demande du marché. Donc le prélèvement, je vais mettre tout. Alors le prélèvement, chaque année, on prélève 44 millions de mètres cubes. Alors si vous vous rappelez que c'était 77 millions de mètres cubes l'accroissement, ça veut dire que c'est pour ça que les forêts elles augmentent, c'est parce qu'on prélève que à peu près 60% de l'accroissement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'on a 36% du prélèvement national ici dans le nord-est et 25% en Aquitaine. Donc on a deux régions en France très majoritaires du point de vue du prélèvement et de l'utilisation du bois. Ce qui est aussi toujours intéressant à savoir, c'est que bien que la forêt soit aux 2/3 feuillue, on prélève beaucoup plus de résineux que de feuillus. Alors là, ça, évidemment, c'est un peu tempéré. Si on rajoute le bois bûche autoconsommé, le bois gris, là, on peut avoir une barre qui remonte beaucoup plus haut. La disponibilité, c'est une vraie question, c'est-à-dire c'est quoi la disponibilité, hein, c'est quelle est la quantité de bois qu'on peut prélever dans une zone donnée. Hein, la définition de qu'est-ce que c'est le bois disponible, c'est une notion de flux, donc c'est quelle est la quantité de bois qu'on peut prélever dans une zone donnée pendant une période donnée, si on applique des règles raisonnables de gestion. Et donc le forestier s'est donné, alors c'est une définition qui est intéressante, sur laquelle on peut discuter, indépendamment du contexte socio-économique des filières forêt-bois. Donc c'est une espèce de règle que le forestier s'autorise à définir tout seul, sans forcément de référence au marché. Et on voit que rien que ça, hein, même sans le marché, c'est déjà assez compliqué, puisqu'il y a le problème de la ressource, on a vu qu'il y a le problème de l'exploitabilité de la ressource, est-ce que c'est facile, enfin est-ce qu'on peut la sortir. Il y a le problème de la décision du propriétaire, est-ce qu'il a envie ou non de vendre, et puis il peut y avoir d'autres contraintes. Donc ça, c'est des choses qui font encore l'objet de projets de recherche, de programmes de recherche. Il faut savoir comment on évalue la disponibilité quand on a la ressource sur pied. Car en gros, la question, c'est est-ce que c'est 60% qu'on prélève chaque année, est-ce que c'est un maximum, est-ce qu'il faut prélever plus, est-ce qu'il faut prélever moins. Voilà, alors en conclusion pour de bon, cette fois. Donc si je résume, hein, c'est une ressource bois abondante et diversifiée qui augmente, des contraintes pour l'exploiter, dont on aura l'occasion, j'espère, de discuter pendant ces ateliers GFOR, des matériaux industriels dans un contexte mondial, c'est-à-dire technologiquement innovant et économiquement compétitif, une forte demande de biomasse pour l'énergie, hein, qu'on sent évidemment aussi au niveau mondial et au niveau national, avec 30% actuellement de bois bûche un peu gris, hein, qui est difficile à comptabiliser et qui est autoproduit, autoconsommé. Et puis, théoriquement, une économie circulaire en filière courte au sein d'un écosystème territorial, naturel, industriel, compétitif, atténuateur du règlement climatique. Donc ça, c'est ce que disent les politiques. Hein. Avec les usages en cascade, c'est-à-dire en brûlant le bois le plus tard possible, théoriquement, c'est possible. Alors c'est possible, c'est le grand mouvement qu'on vous incite à faire. Hein. Donc le rapport du GIEC, par exemple, dit sur le long terme, une stratégie de gestion durable des forêts visant à maintenir, augmenter le stock de carbone en forêt, tout en approvisionnant la filière bois à un niveau de prélèvement durable, générera les bénéfices d'atténuation maximum. Effectivement, la forêt bien identifiée, et pas la forêt toute seule, hein, la forêt avec l'écosystème industriel qui va derrière, est bien identifiée comme quelque chose d'important dans la régulation du climat. Maintenant, la question c'est, ça c'est des trucs de politique, hein, c'est maintenant comment on fait, concrètement, comment on fait. Bon, moi je parle du yes we can, l'objectif de ces ateliers c'est de discuter un peu comment on fait.